Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré à Docker. Donc jusqu'à présent, on a vu le principe d'image et le principe de conteneur, mais maintenant, qu'en est-il si je veux communiquer avec l'extérieur de mes conteneurs? Ici, par exemple, j'ai un dossier, d'ailleurs je peux vous le montrer, voilà. J'ai un dossier sur mon disque j'ai un dossier code avec un sous-dossier Docker dans lequel j'ai des fichiers. Et j'aimerais pouvoir avoir accès à ces fichiers via mes conteneurs. Alors pour ceci, plusieurs choses. Voilà. Alors, tout de suite, quelque chose qu'on pourra décocher, c'est ça, Experimental Features. Alors là, tout de suite, ça n'a aucun impact, mais ça peut jouer sur le système de réseau, notamment avec les links. Moi, j'ai eu des soucis avec ça, et quand je suis allé chercher sur Internet, j'ai vu qu'en décochant Experimental Features, ça réglait les problèmes que j'avais. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et mais c'était des problèmes pour les liens. Et en effet, ça a réglé ces problèmes. Donc on peut décocher ça. Je suis sur une version stable, je crois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je suis sur une version stable. Donc je sais pas après sur la version Edge si ça pose des problèmes. Mais voilà, sur la stable, je sais que ça a posé quelques soucis. Autre chose, pour pouvoir partager des dossiers, il faut que les disques soient partagés. Ici, j'ai partagé le disque G. Pour ceci, on clique sur G et on fait Apply. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous demander votre identifiant et mot de passe de la session Windows. Donc vous rentrez, l'identifiant, c'est par défaut, ça va être celui de la session qui est ouverte, la session sur laquelle vous êtes. Et le mot de passe, bien, c'est votre mot de passe de session. Alors si comme moi, sur votre PC, vous n'avez que une seule session et qu'il n'y a pas de mot de passe, ben là vous êtes refait, parce que le problème c'est que on peut pas ne pas lui mettre de mot de passe. Mais moi ma session ici elle n'en a pas. Windows accepte des sessions sans mot de passe. Et par contre Docker pas du tout. Je sais pas si ce sera réglé un peu plus tard. Donc du coup pour ça, il va falloir créer un nouvel utilisateur. Vous allez dans votre menu en bas dans Cortana, vous tapez utilisateur et vous allez avoir créé ou supprimé des utilisateurs. Donc vous allez créer un nouvel utilisateur, vous l'appelez comme vous voulez, et vous lui donnez surtout un mot de passe. Donc ici, moi j'avais fait un utilisateur, je sais plus, je crois Docker, avec un mot de passe complètement bidon. Et du coup, vous allez pouvoir vous connecter avec ce nouvel utilisateur qui lui aura un mot de passe. Donc vous revenez, vous cliquez sur le disque que vous voulez partager. Donc ici, moi j'ai partagé le disque G parce que ça m'arrangeait, c'est mon plus gros disque. Et puis je préfère pas partager le disque C qui est un disque système. Donc voilà, on fait Apply, on a la petite fenêtre. Et puis là, dans votre, vous remplacez la session qui est la session par défaut par votre nouvel utilisateur. Mettons qu'on l'ait appelé Docker. Donc vous tapez Docker, vous tapez le mot de passe qui correspond et vous validez. Et normalement ça devrait être coché. Alors ce qu'il faudra faire aussi certaines fois. Alors pour certaines installations j'ai pas eu besoin, pour d'autres j'ai eu besoin. Donc là je ne sais pas si ça vient de chez moi ou si c'est Docker qui est capricieux. Donc j'ai eu besoin de partager aussi le dossier. Donc de faire donc d'aller sur partage et puis de partager avec le nouvel utilisateur créé. Donc si vous avez quelques problèmes, ça peut venir de là aussi. C'est que votre dossier n'est pas partagé. Donc voilà pour ce qui concerne les partages. Donc j'en profite pour vous montrer ici sur le disque G, j'ai un dossier code avec un sous-dossier Docker dans lequel j'ai quelques fichiers. Donc ce dossier, je vais vouloir le partager avec un conteneur. Donc par défaut, un conteneur, lui, il est coupé de l'extérieur. Donc comment je vais faire ceci? Alors, on va faire docker run -it pour pouvoir rentrer en mode interactif dans le conteneur. Je vais juste rajouter le flag -rm. Et on a dit qu'on va se baser sur la node CentOS. Alors, ici, ce qu'on va faire,
on va en fait, on ne va pas pouvoir lui donner un accès direct à notre dossier. On va en fait binder ce dossier sur un dossier qui sera contenu à l'intérieur de notre conteneur. C'est-à-dire que en fait, le dossier à l'intérieur de notre conteneur, lui, il va être persuadé que c'est un dossier qui est à l'intérieur. Avec les fichiers, il est persuadé ce sera ses propres fichiers à lui, alors que pas du tout, ce sera un alias en fait vers le dossier qui est physiquement sur ma machine. Donc on va faire ça avec le flag v-v. Ensuite, la syntaxe n'est pas compliquée, hein. On va mettre en premier le dossier physique qu'on veut partager. Donc ici, ça va être g2.code Docker. Ensuite, on va mettre 2 points et on va faire suivre du dossier sur lequel on veut binder notre dossier Docker. Donc là, ça va être le dossier qui sera à l'intérieur du conteneur. Alors, je pourrais choisir par exemple le dossier home, hein, sachant que dedans il y a un dossier home, mais vous pouvez mettre n'importe quel nom de fichier, n'importe quel nom de dossier. Vous pouvez créer un folder nommé data, par exemple. Je pourrais même, pour être sûr, voilà, on va l'appeler Medata. Hein, on est quasiment sûr que dans un système, il n'existe pas un dossier Medata. Comme ça, on verra bien qu'il le crée à la volée. Donc justement, il va créer, si ce dossier n'existe pas, ben c'est pas grave, il va le créer lui. Alors allons-y. Ça a fonctionné. Donc si à ce moment-là, vous avez une erreur, il vous met que diamond.exe... Enfin, je sais plus, en fin de ligne, il y a permission denied, un truc dans le genre. Enfin bref, il vous met un message d'erreur comme quoi il n'a pas pu binder. Donc revérifiez bien que votre disque sur lequel, donc ici, moi c'est le disque G, donc revérifiez bien que le disque sur lequel vous êtes, vous avez ce dossier est partagé. Et surtout, éventuellement, faites comme je vous ai dit, partagez ce dossier en faisant un clic droit propriété et puis allez dans les options de partage pour le partager avec l'utilisateur que vous avez créé pour Docker. Donc maintenant, si je fais un coup de ls pour lister mes dossiers, donc j'ai bien un dossier ici qu'on peut voir, mes data. Donc si je vais dans cd mes data, je fais un petit coup de ls, eh bien je retrouve bien Node.js serveur et serveur.go qui, voilà, sont ici. Node.js serveur et serveur.go. Alors, serveur.go, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un petit serveur en Go. Et serveur, c'est tout simplement ce serveur.go que j'ai... donc j'avais fait un test avec une image de Go. Et je l'ai compilé en binaire pour Linux. Voilà, tout simplement. Alors moi je l'ai compilé depuis une Debian, me semble-t-il. Si vous essayez ça avec une Alpine, là le serveur vous pourrez le lancer hein, avec une CentOS. Par contre si vous essayez ça avec une Alpine, ça ne marchera pas. Comme l'Alpine est basée sur BuzzyBox, il faudra qu'elle soit compilée pour cette distribution. Les binaires classiques de Linux ne fonctionneront pas sur l'Alpine. Donc voilà, j'ai donc tous mes fichiers qui sont ici. Si je fais par exemple un touch test.txt, hein, ok. Ici je vais faire cat, donc pour lire. Donc avec touch j'ai créé un fichier. Si je fais cat, ça va lire ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Cat test.txt. Bon bah. Hein, ça me met rien puisque je viens de créer un fichier mais il est vide. Maintenant, si je vais dans mon dossier, eh bien, j'ai bien ce que je viens de créer. On est d'accord. Alors, je vais tenter de l'ouvrir. Voilà. Je vais mettre ceci est un fichier texte, par exemple. Hop. Hop là. Donc là, je l'ai modifié. Hein. Et maintenant, si je refais un cat.test.txt, voilà. Ceci est un fichier test. Alors oui, bon, il me remet le prompt au bout puisque j'ai pas de retour ligne. Hein. Mais bon, ça, c'est un petit détail technique, c'est rien. Donc on voit que à l'intérieur de mon fichier test.txt, j'ai ceci est un fichier texte. Donc j'ai bien ce que j'ai modifié. On a bien ce même fichier qui est partagé. C'est bien celui-ci. Donc je vais pouvoir lancer mon serveur. Par exemple, alors je vais vous faire la présentation.
j'ai ce petit serveur en Node.js. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de Node, alors ça, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Donc, ce qui est commenté, là, on s'en fout, hein, c'était l'adresse en local. Ça, voilà. Ça, vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de Node, on va importer les modules qu'on a besoin. Donc ici, on va importer le module HTTP, on va importer le module OS qui va nous permettre ici, il va nous permettre de rien du tout, en fait. Ce que je m'aperçois que, voilà, on n'en a pas besoin. Donc, je vais juste importer le module HTTP. Hein, c'est comme les packages dans Go, quand on fait import FMT, par exemple, import net HTTP. Donc là, c'est pareil. Donc, on va requérir le module HTTP. On va du coup stocker ça dans une variable HTTP et après on va faire HTTP create server. Donc on va faire un serveur. À ce serveur, on va lui passer une fonction qui prendra donc la fonction c'est le handler hein, dans Go. Donc c'est handleFunc en fait, hein, avec une request et un retour en fait. Request et response, voilà, c'est ça que je cherchais. Et dans la réponse, on va faire un write-head qui va nous écrire l'entête, en fait. Donc, on va lui mettre 200, puisque la connexion s'est bien passée. Et puis, on va lui dire que on va lui spécifier un content type de texte, de plain text. Hein. Donc, c'est du texte simple, sans balise, comme du HTML, voilà. Et du coup, raise end, on va lui envoyer ce message là. Et moi je me fais un petit console log de l'objet request, mais à la limite on s'en fout un petit peu de ce qu'on va loguer, c'est juste pour bien voir que notre serveur a été sollicité et qu'il se passe quelque chose côté serveur. Alors pour ceux qui feraient du Node, eh ben on y reviendra. Là j'ai mis juste le port. Normalement on devrait mettre, bah si je vous le montre tout de suite comme ça, tant que j'y suis, voilà, on devrait mettre quelque chose comme ceci. Donc on a le port et le nom d'hôte. Alors soit localhost, soit 127.0.0.1, hein, qui est l'équivalent du localhost. Normalement on devrait faire ça. Alors on verra que en fait non, ça ne marche pas. Si vous spécifiez un nom d'hôte, le conteneur lui il devient fou. Techniquement, je sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur du réseau, mais du coup, il faut pas le mettre manuellement, il faut le laisser gérer ça automatiquement. Parce qu'en fait, là, vous allez avoir un conteneur qui va avoir une adresse IP, qui va tourner sur Docker, qui a une adresse IP, qui va tourner sur Windows, sur votre poste Windows, qui lui-même a une adresse IP. Sachant que ça, c'est dans des réseaux virtuels, on voit tout de suite que c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, si vous faites ça, moi je vous le dis d'expérience, j'ai passé des heures et des heures à me demander ce qui déconnait, jusqu'à que j'ai eu l'idée d'essayer avec un serveur en Go, pour m'apercevoir que en fait c'est ça. Si manuellement vous mettez localhost ou 127.0.0.1, donc si vous lui mettez un hostname de manière manuelle, ça ne va pas fonctionner. C'est pourquoi j'avais ça au début. Donc ceci en fait, donc ici je vais requérir le module OS et je vais aller chercher les interfaces et je vais prendre l'interface ETHS0 et je vais prendre son adresse. Donc en fait ici ce qu'il faudrait mettre, c'est pas localhost, c'est l'adresse du conteneur, puisque le conteneur est finalement un petit peu comme une machine virtuelle. Il est situé sur un réseau virtuel créé par Docker, et sur ce réseau virtuel, eh bien chaque conteneur a une adresse IP différente. Donc en fait ici, je récupérais dans IP, donc ça voilà, hein, ça on s'en foutait. Donc je récupérais dans IP d'ailleurs j'aurais dû faire comme ça. Donc je récupérais l'adresse du conteneur par rapport à ce réseau et donc du coup ici je mettais à la place IP. Donc je mettais l'adresse du conteneur plutôt que localhost. Voilà. Donc moralité, eh bien soit vous récupérez de manière dynamique l'adresse du conteneur et vous l'injectez directement dans votre code, soit, eh bien comme ici, le plus simple, c'est avec Node. Alors je sais pas avec d'autres langages, hein, mais avec Node, c'est de le laisser juste lui donner le port sur lequel vous voulez écouter et le laisser faire tout seul. Donc allons-y, on peut se dire, eh bien, on va faire comme ceci, on va faire node, est-ce que je suis bien dans le bon dossier, moi? Je suis un ls, oui. Donc on va dire, je vais faire node
node serveur.js, je vais lancer le truc, bien, donc là, hein, on voit qu'il est lancé. J'aurais pu mettre un petit console log hein, pour dire qu'il était lancé, mais bon voilà. Et on avait dit le port 8080, donc je vais faire un localhost 8080. Bien, et je n'ai absolument rien. Voilà, donc j'arrête avec CTRL-C. Je vais sortir. Si je fais un docker PSA, donc je vois que donc ça c'est des essais que j'avais fait avec WordPress et MySQL, on verra ça tout à l'heure. Je vais faire un docker rm de mes deux conteneurs. Pourquoi je peux pas les enlever? Stop. Voilà. Voilà. Ok, on est bon. Je vais faire un petit CLS pour cleaner tout ça. Alors, comment cela se fait-il? Voilà, je vais rechercher ma ligne de commande. Alors, donc de la même manière que j'ai partagé mon dossier, il va falloir que je partage aussi les ports. C'est-à-dire que mon conteneur il tourne en 80-80. Sauf que mon conteneur, comme je vous ai dit, il est par-dessus Docker, qui est par-dessus Windows. Alors Docker s'occupe, lui, de récupérer, de faire le lien entre lui et le conteneur, mais il faut encore faire le lien entre Docker et Windows. Donc pour ceci, on va dire qu'on va exposer des ports. Alors pour ça, pour exposer un port, on va faire -p. Alors, exactement comme -v, ici, on a notre dossier sur notre poste Windows. Enfin, j'entends notre poste Windows. Si vous êtes sur Mac, c'est pareil. Si vous êtes sur Linux, c'est pareil. Donc, vous avez ça sur votre poste physique. Et ça va être bindé sur un dossier dans le conteneur. Donc, avec -p, la syntaxe, ça va être la même. On va mettre d'abord le port qu'on veut atteindre physiquement, ici, depuis notre navigateur, et on va lui dire qu'il correspond au port 8080 de notre conteneur, hein, puisque notre serveur ici, si je relance, on écoute sur le port 8080. Donc en fait, je vais dire, bah tiens, le port 8080 de mon poste, il sera relié au port 8080 du conteneur. Donc on voit ici que je pourrais avoir sur une même machine plusieurs conteneurs qui écoutent sur plusieurs ports différents et donc avoir plusieurs services différents. Donc j'ai mis le -rm, ok, on est parti. Donc qu'est-ce que je fais? Ben je lance ça. Maintenant je vais retourner dans mes datas. Je vais refaire un coup de ls pour être sûr. Très bien, j'ai toujours ce qu'il me faut. Node serveur.js. Voilà, c'est lancé. Et maintenant, si je vais en localhost 8080, eh bien j'ai hello from Docker. On est d'accord, c'est exactement ça qu'on a. Hello from Docker. Donc ici, ça fonctionne bien. Et on voit d'ailleurs que j'ai eu mes connexions. Alors, je vais supprimer ça. Je vais sortir de mon conteneur. Démonstration, voilà. Hein, il n'y a absolument plus rien qui tourne, et, enfin il n'y a plus rien qui existe, même en conteneur, donc il s'est bien autodétruit. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est binder sur un autre port. Par exemple, je vais mettre le 5656. On est reparti. Je vais faire Docker, non, je vais faire Docker rien du tout. Hein, je vais faire donc le cd mes data. Je vais faire node dans un premier temps node serveur.js. Donc là sur le port 8080, ben là il va mouliner, hein, il n'y aura plus rien. Par contre, si je vais sur le port 5656, j'ai à nouveau hello from Docker. Alors, donc je vais vous présenter aussi le serveur Go que j'ai fait. Donc là, du coup, les aficionados de Go seront plus à l'aise. Donc voilà, un serveur hyper classique avec un HTTP handleFunk. Donc j'ai ma response et ma request. Simplement, voilà, en response, je lui mets hello from Docker's container. Et je vais faire un listen and serve sur, donc pareil ici, hein, je n'ai pas mis localhost machin, j'ai juste mis
2.8080. Donc lui, automatiquement, il utilisera la bonne adresse. Donc j'ai juste écouté sur le port 8080, comme je l'ai fait avec l'autre serveur. Donc ici, simplement, moi je vais pas prendre cette version-là, puisque Go n'est pas installé dans mon image, donc je vais pas pouvoir le lancer ou le compiler. Je vais utiliser tout simplement le binaire que j'avais déjà compilé. Oui, voilà. Ok, donc je vais faire // pour lui dire que je veux lancer un binaire depuis ici, et serveur. Voilà. Donc là, on voit que ça tourne. Et maintenant, si j'actualise, hello from Docker's container. Et c'est bien ce que j'avais sur mon code. Hello from Docker's container. Donc là déjà, on voit l'avantage, c'est que on peut clairement faire nos petits serveurs et puis les monter directement depuis là. Donc là, c'est super bien parce qu'on peut, on va pouvoir en plus, on peut coder tous nos serveurs sur le port 80 ou 8080, enfin tous sur le même port si on veut, puisque de toute façon, au final, quand on les fera tourner, eh bien, c'est là qu'on leur donnera les ports. Donc là, c'est super cool. On a bindé ce dossier-là et on a bindé les ports. Donc voilà comment on fait pour binder des volumes et pour binder des ports. Alors comme on l'a vu, c'est vrai que j'en ai pas parlé là, mais j'ai créé plusieurs conteneurs que j'ai détruits. À chaque fois, mon dossier n'a pas été détruit. Donc ça nous permet d'avoir comme ça un serveur. Donc ici, on va utiliser un conteneur pour lancer des choses. Donc ici, on a lancé notre serveur, enfin nos deux serveurs. On a lancé un coup l'un, un coup l'autre. Et par contre, d'avoir une persistance des données. Comme ça, les données, elles sont physiquement quelque part. Et à chaque fois, on a recréé un conteneur qui va utiliser ces données pour fonctionner. Parce que si maintenant, j'avais fait mon node serveur.js dans un conteneur, le conteneur à sa destruction, on perd les données qui sont dedans. D'où l'utilité de binder des dossiers physiques. Ça nous permet déjà d'avoir une persistance des données. Donc on va pouvoir recréer des conteneurs, parce que sinon à chaque fois, il faudrait remettre à l'intérieur du conteneur, recopier les données à l'intérieur, donc ce serait un petit peu fastidieux. Donc là, on a les données d'un côté et on a la mécanique, ce qui va utiliser les données de l'autre. Alors, on va couper ça, on va faire un Excite, on va faire un Docker ps-a. Voilà. Alors donc on a vu le dossier, on a vu les ports. Maintenant, il nous reste encore une chose à voir. Alors on va faire un CLS. Donc il nous reste à voir comment lier plusieurs conteneurs. Donc c'est bien beau, mais donc jusqu'à présent on a vu, on a séparé nos données de notre conteneur. Donc c'est bien, mais j'aimerais pouvoir séparer mon application en plusieurs conteneurs. On va prendre un cas pratique. Si je retourne sur ma liste d'images, on voit que j'ai récupéré une image MySQL et une image WordPress. Donc justement, j'aimerais faire tourner un WordPress, mais je vais avoir besoin de deux choses. L'image de WordPress et l'image de MySQL. Donc on va avoir deux conteneurs différents. On va vouloir lier tout ceci. On va vouloir lier notre conteneur MySQL et WordPress. Et en plus, le conteneur MySQL, lui, il aura une base de données. Et cette base de données, on veut qu'elle soit persistante. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que notre base de données soit sauvegardée quelque part et pas à l'intérieur du conteneur. Bon, par contre, on fera pas la même chose pour WordPress, parce qu'on va pas l'installer complètement. Mais normalement, il faudrait aussi binder. Alors ça doit être expliqué sur le. Vous allez sur le Docker Hub ou le Docker Store aussi, j'en ai pas parlé, mais depuis le Docker Store, on peut aussi trouver des images. Vous allez sur le Docker Store. Voilà. Vous recherchez une image, par exemple WordPress. Ce qu'il y a, c'est que sur le Docker Store, vous allez trouver aussi pour la version Pro. Donc on a le Store, on a le Community. Donc on voit que le Community, en fait, c'est un miroir du Docker Hub. Docker Store, vous allez trouver aussi des plugins et tout un tas de choses pour Docker, mais pour aussi l'Entreprise Edition. Donc vous allez trouver des choses payantes. Le Docker Hub, c'est juste les images. Il n'y a pas les plugins, il n'y a pas tout ça. C'est juste les images.
Donc on peut aller dessus, hein, on voit qu'on a on a les mêmes choses, hein, les descriptions, tout ça, c'est formaté différemment, mais c'est exactement la même chose que sur le hub. How to use this image, link, ouais, ça d'accord. Donc on voit qu'on a des variables d'environnement. Il nous parle pas du binding de... ouais. Ouais, ça on s'en fout de la stack. Non, je sais pas trop comment ça se... Je sais pas trop comment ça se goupille pour les images quand on les envoie dans Docker. Parce que tout ce qu'on va utiliser dans WordPress, donc le texte sera sauvé dans la base de données, mais les images, je sais pas comment elles sont stockées. Il doit y avoir moyen d'avoir un dossier partagé. Je sais pas trop comment là. Donc le tout, c'est d'être ordonné. On va pas lancer WordPress avant de lancer la base MySQL. WordPress va avoir besoin d'une base MySQL pour fonctionner. Donc logiquement, on va lancer la base MySQL d'abord. Alors pour ceci, on va faire un docker run. Alors ici, pas de -it, hein. Je vais juste lancer MySQL. Je veux pas aller à l'intérieur du conteneur. Je me fous de savoir ce qui se passe. Je veux juste le lancer. On va juste lui donner un nom. Alors ça, c'est très important. Donc je vais appeler ça MyDB. Donc là, il faut pas zapper le nom. Il faut vraiment lui en donner un. Parce que je pense que ça marche avec l'ID du conteneur, mais l'ID du conteneur étant tellement grand, et je crois qu'il faut le mettre en entier. Donc bref, ça vous coûte rien. Vous lui mettez un nom, et puis comme ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire un -v. Hein, donc là, on est d'accord. C'est pour, comme tout à l'heure, on l'a vu. Voilà, c'est pour pouvoir sauvegarder ma base MySQL. Voilà. Donc, d'où est-ce que je sors cette structure? Je la sors pas de nulle part. C'est sur le... alors, hop, on va aller ce coup-ci sur le Docker Hub. Nous y voilà. Donc voilà. MySQL officiel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, des links, des machins, des trucs. J'avais vu ça quelque part. Voilà. Non, ça c'est le fichier de config, donc c'est pas bon. Environnement. Voilà. Where to store data. Donc, voilà. Ici, on voit que on a -v. Donc là, hein, voilà. Mon dossier de données. Et là, j'ai var lib MySQL. Donc pensez à aller voir hein, sur ce qui accompagne les images, surtout les images officielles en général, elles sont plutôt documentées. Donc ben, c'est pas mal de lire un petit peu ce qu'il y a avec. Donc voilà, on nous dit pour pouvoir avoir une persistance des données, eh bien il va falloir binder, donc après sur le dossier qu'on veut, hein, ça c'est pas un problème, mais il faut utiliser ce dossier-là. Donc le dossier var, sous-dossier lib, sous-dossier MySQL. Et c'est là-dedans que seront stockés par le conteneur, c'est là-dedans que seront stockées les bases de données. Donc voilà, var link, en plus je vous mets des bêtises, c'est var lib. Donc /var /lib /mysql. Donc là, j'ai bindé mon dossier sur ce dossier-là. Donc ça va me permettre de pouvoir stocker ma base de données, donc de stocker mes données dans mon dossier physique ici.
Donc ensuite, je vais ajouter une variable d'environnement. Donc pour ajouter une variable d'environnement, on fait -e, et ensuite on lui passe la variable, le nom de la variable, égale la valeur. Donc ici, ça va s'appeler mysql /root /password égale à, on va l'appeler pass. Hein. Donc là, on met le password qu'on veut. Hein. Vous pouvez mettre AE45, enfin ce que vous voulez. Hein. C'est le mot de passe de la base de données MySQL, le mot de passe root. Donc vous pouvez mettre root. Hein. Donc ici on s'en fout, on va mettre n'importe quoi, on va mettre pass. Donc là ça va me permettre de setter cette variable d'environnement, donc de setter le mot de passe root. Donc du coup comme on n'installe pas MySQL, comme ça va se faire automatiquement grâce à l'image, on peut justement lui passer des variables qu'on passerait à la création en fait. Et ensuite, on serait tenté de faire ceci. Mais donc ici, on va faire ça proprement, on va rajouter le flag -d. Donc en fait, on va lui dire que ce conteneur, donc on a bien vu, hein, on n'a pas mis de -it, donc on ne va pas demander un accès interactif à ce conteneur. Nous, on veut juste le lancer et on veut qu'il se mette à tourner en tâche de fond. Donc on va rajouter le flag -d qui va en fait en faire un process qui va tourner en tâche de fond. Ok, on est parti. Maintenant, si je fais un coup de docker ps, pas psa, docker ps tout court, pour voir les processus actifs, les conteneurs actifs, eh bien je n'ai rien. Alors j'ai quand même un petit souci puisque docker run name 2000 years later. Donc alors ça y est, j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Donc simplement c'est une histoire de chemin. Alors ici, voilà, j'avais utilisé ceci. Donc docker run machin tout ça. Et par contre pour les volumes j'ai mis g code. Et en fait c'est ce chemin qui ne va pas. Alors pourquoi, je n'en ai aucune idée. Clairement là, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, il ne veut pas prendre ce chemin-là en partant de G. Donc ce qu'on peut faire, on va se mettre sur le disque G. Voilà, CDG. Voilà, donc maintenant on voit que je suis sur mon autre disque. Donc vous, si vous faites tout sur le disque C, théoriquement, vous n'aurez pas de problème. Donc je vais sur le disque sur lequel se trouve le dossier que je veux partager. Et maintenant, alors je vais rechercher ma ligne de commande, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste mettre un chemin relatif. Donc ici, on met pas de point, hein, on met juste /code docker. Alors si, est-ce qu'il ne le prendrait pas si je fais ça? Ah, je teste avec vous quand même, mais non, il n'en veut pas. Bon, et ben on va faire comme ça. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, pourquoi là, honnêtement, il faudra que je me renseigne parce que je n'en ai aucune idée. Donc oui, alors si je refais ça, ça va être la même chose. Voilà. Donc bref. Voilà. Donc maintenant, si je fais un docker ps, voilà, j'ai bien mon conteneur qui est en train de tourner. Donc là, j'ai un conteneur MySQL qui tourne. Donc maintenant, comment je vais faire pour accrocher WordPress à ma base SQL? Parce que WordPress, lui, par défaut, il n'a pas la base SQL. Il a juste ce qu'il faut pour faire fonctionner WordPress. Mais il faut l'attacher à une base. Donc pour ceci, on va faire docker run. On va appeler ça WordPress. WordP, tiens. Ce sera qu'on fasse bien la différence entre ça et l'image. Donc on va l'appeler WordP. Et maintenant, on va vouloir le lier au conteneur. Donc ceci, on va le faire avec --link. --link fonctionne un petit peu différemment du V ou des ports.
Là où avec les volumes ou les ports, on mettait le volume physique sur le volume virtuel, on va dire. Pareil pour les ports, le port de notre machine physique sur le port du conteneur. Ici, on ne va pas utiliser on ne va pas dire, bah tiens, lie MyDB sur WordP. Link va lui ordonner de se lier à quelque chose. Donc ici, on n'aura pas le nom des deux conteneurs. On aura en premier le nom de notre conteneur. Donc ici, MyDB. On veut se lier le conteneur WordPress qui s'appellera WordP au conteneur MyDB qui est en train de tourner. Alors il faut qu'il soit en train de tourner. On le lie à un conteneur actif. On va mettre 2 points. Et là, au lieu de mettre WordP, qui serait logique par rapport à ça, on va mettre en fait le type de ce conteneur-là. Donc le type, en fait, c'est son image de base. Donc ici, MySQL. Alors attention, si vous utilisez une image, donc ici j'ai pris l'image de base MySQL, qui est l'image classique. Si vous utilisez, je sais pas, MySQL plus une version, il faudra bien mettre le tag. Si l'image que vous utilisez, elle est taguée, il faudra bien mettre le tag. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ici, c'est un petit peu comme si on mettait latest. Donc bien penser à mettre le tag. Ici, le tag, il n'y en a pas. C'est la version par défaut. Donc là, ça ne pose pas de problème. Mais donc voilà, nom du conteneur plus son type, l'image qui a servi à le créer. Et donc ensuite, on pourrait faire des... Et donc WordPress, le nom de l'image. Alors ici, WordPress, il faut savoir qu'il va tourner sur le port 80. Alors, moi, je vais faire un binding de port. Alors, là, ce serait pas obligé, puisque WordPress tournera en port 80. Moi, je vais simplement le faire tourner sur le port 80-80, que je vais binder sur le port 80 de WordPress. Puisqu'on est en local et qu'il y a de grandes chances que mon port 80 soit déjà occupé, je pourrais le binder sur n'importe quel port. J'ai mis 80-80, je pourrais le mettre sur n'importe lequel. Donc voilà, pour y avoir accès, je vais le binder sur ce port-là. Donc le port 80 de WordPress, lui il tourne toujours en port 80. Donc le port 80 de WordPress qui sera bindé sur notre port physique 80-80. Et puis pareil, -D pour détache ou daemon comme vous voulez, pour le faire tourner en tâche de fond. On le lance. Maintenant, logiquement, si je fais un Docker PS, voilà, j'ai mes deux conteneurs qui tournent. Donc on voit que notre port, alors 4.0, en fait c'est c'est un petit peu le localhost de Docker. Quand il y a 4.0, c'est notre port, c'est notre localhost, qui est en 80-80, qui est bindé sur le port 80 en TCP de WordPress. Donc tout tourne, on est parti. Si on fait localhost 80-80, eh bien, après toutes ces aventures, on voit que, eh bien, voilà, j'ai mon WordPress. Alors, je peux, bien sûr, faire une installation de WordPress. Alors, titre du site, identifiant, voilà, mot de passe. Voilà. Donc, on peut, comme ça, installer un WordPress, avoir un WordPress fonctionnel. Bah, tiens, on va, allez, hop, on va en mettre un, titre, test. Identifiant admin, mot de passe admin, on va pas s'embêter. Confirmer l'utilisation de mot de passe faible. Ça fait un moment que j'ai pas installé un WordPress, moi. Oui, bah oui. De toute façon, on s'en fout. Votre adresse de messagerie test@test.com. Installer WordPress. WordPress est installé. Merci. Se connecter. Voilà. Et voilà, on est bien sur un... voilà, hop, est-ce qu'on peut aller sur le site? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai installé un WordPress en rien de temps. Et là, je peux, c'est tout à fait fonctionnel. Je peux ajouter des éléments, ajouter des extensions, voilà. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire.
Donc voilà, donc allez, je vais me déconnecter, je vais faire ça proprement. Voilà, en trois fois rien de temps, j'ai monté un site WordPress. Donc maintenant, je vais être obligé de stopper. Alors je vais faire un docker stop de WordP. Voilà. Je les déconnecte dans l'ordre. Hein. Ah oui, non, c'est MyDB. Voilà. Et donc, je vais faire un docker ps all. Voilà, donc les deux conteneurs sont arrêtés. Et maintenant, je vais pouvoir les enlever. Parce que je n'ai pas besoin de les garder. Donc, je vais faire WordP et MyDB. Voilà. Donc, comme ça, au besoin, on pourra créer des chaînes de conteneurs qui seront liés l'un à l'autre et qui pourront communiquer ensemble. Donc je suis encore désolé pour le côté un peu instable de la chose. Après c'est peut-être parce que moi je suis voilà, j'ai une installation un petit peu particulière. Sachant que donc Docker a sa propre session pour pouvoir se connecter au disque, puisque ma session n'a pas de mot de passe. Je fais tourner Docker sur le disque G et pas sur le disque C. Donc voilà, c'est peut-être ça qui fausse comme ici. Comme ici, c'est peut-être ça qui fausse le truc. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc oui, malgré le côté un peu aléatoire qui m'a fait m'arracher mes cheveux, je trouve Docker vraiment très pratique. Et pour moi qui aime bien expérimenter des trucs, eh ben c'est pas mal. Alors le prochain chapitre, il sera sûrement plus court. On va parler des Dockerfiles. Donc on verra comment automatiser la création de nouvelles images. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre. Salut!